Donc pour ce soir, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous recevons donc Stéphanie Hochet, qui est donc une écrivaine, auteure. J'aime pas trop dire autrice, elle nous dira ce qu'elle préfère comme terminologie, qui est, en plus d'être une très bonne écrivaine, est une grande amie depuis longtemps. Et la particularité de Stéphanie, c'est qu'elle écrit beaucoup, enfin sur les personnages, il y a quelque chose de très profond. On rentre très vite dans ces histoires. Il y a quelque chose de très visuel pour moi qui est un homme photographe, donc il y a quelque chose toujours de très visuel. Et il y a une mise en attente de personnages. Et donc le dernier livre qu'elle a fait, c'est donc Pacifique, que voici, que je vous montre, et qui a eu un prix récemment, elle vous en parlera, et qui donc, c'est l'histoire ça se passe au Japon, donc avec des descriptions extraordinaires, et c'est l'histoire d'un kamikaze. Donc, c'est quoi un kamikaze? Elle va vous expliquer. Et ce qui est intéressant pour notre histoire, là, comme vous êtes des élèves en psychanalyse, c'est qu'il y a quelque chose de toujours chez Stéphanie, de la nature humaine, des réflexions chez l'homme, chez ce qui se passe dans ces différents personnages. Donc, je laisse la place à Stéphanie parce que je ne veux pas raconter son livre. Je pense qu'elle va vous le raconter très bien. C'est à toi, Stéphanie. Merci Stanislas, bonsoir à tous. Donc effectivement, Pacifique est un roman particulier parce que j'ai en fait imaginé l'itinéraire d'un jeune pilote japonais pendant la guerre du Pacifique. Donc on est en 1945 et le Japon est en train de perdre la guerre. Et voilà, on connaît tous cette histoire de cette armée japonaise qui a envoyé ces jeunes pilotes au casse-pipe qu'on a appelé des kamikazés, qui voulait dire vent divin. Je me suis inspirée de beaucoup de documentation, de ce que j'ai pu découvrir sur cette période, sur ces jeunes gens, sur leur formation, sur leur mentalité. Après, mon personnage, évidemment, c'est une création, il n'a jamais existé, mais il est très inspiré de personnages qui ont existé. Parce qu'on connaît beaucoup de choses maintenant sur le profil de ces pilotes. Je ne dis pas qu'ils se ressemblaient tous, hein. Il y avait quand même des gens qui étaient, on va dire, des fanatiques, qui étaient tout à fait exaltés à l'idée de partir donner leur vie pour le Grand Empire, pour l'Empire du Japon. Mais moi, j'ai imaginé un personnage comme il y en a eu tant, en fait, de jeunes pilotes qui étaient décidés à défendre son pays, mais qui avaient compris que la guerre était perdue et donc qui, en fait, saisis par le doute et qui, en fait, n'a pas envie de partir. Donc, on va dire que c'est le récit d'une mort volontaire qui est involontaire. C'est-à-dire que c'est le récit d'un kamikaze qui est poussé à mourir malgré lui. Et donc, c'est, on va dire, une forme de suicide. C'est un suicide accepté, on va dire. Je ne sais pas trop comment on pourrait expliquer ça, mais on me demande souvent de parler de ce terme-là de kamikaze. On disait kamikaze à l'époque. Et je dois dire que moi, j'ai surtout été frappée par les différences, en fait, qu'on peut faire entre ces jeunes pilotes d'une armée qui se battait contre une armée, on va dire, plus forte qu'elle. Je n'ai vu que des différences entre ces jeunes pilotes japonais et les djihadistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que eh bien, voilà, les cibles n'étaient pas des cibles civiles. Ils étaient envoyés, on va dire qu'ils n'étaient pas entrés dans l'armée pour se tuer, hein, ils étaient entrés dans l'armée pour faire leur devoir. Et puis, on leur a donné l'ordre un jour de partir se suicider. J'ai découvert en fait beaucoup de, en fait, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées en fait progressivement, beaucoup de sources qui sont apparues progressivement, c'est-à-dire que des lettres, par exemple, les lettres qu'ils écrivaient juste avant de partir pour ce dernier voyage, en fait, c'était des lettres à leurs parents. Et la plupart du temps, en fait, ce sont des lettres qui sont empreintes de tristesse et de regret.
On sent que en fait, ils sont catastrophés, bouleversés de quitter leur famille, de ne plus jamais les revoir. En fait, il n'y a aucune lettre qu'on retrouve où ils s'exclament: «Quel honneur pour moi de mourir pour l'empereur», et aucune en fait. Donc, moi j'ai été attirée par ça, j'ai été attirée par ce récit en fait de jeunes gens euh, obligés de mourir et en fait sacrifiés en fait par les plus âgés, en fait sacrifiés par ces généraux qui étaient des généraux fascistes et qui acceptaient, bon gré mal gré, de toute façon ils n'avaient pas le choix, qui acceptaient en fait de se sacrifier pour un empire qui n'existe plus et tout simplement parce que aussi il faudrait pas que leur famille perde la face, parce qu'on pourrait parler aussi de suicide japonais qui selon moi est extrêmement différent en fait, on va dire dans sa tradition du suicide, on va dire européen, puisque en fait, ne serait-ce que ces jeunes gens, en fait, ont fait appel en fait, à un sentiment de fierté, un sentiment de, on pourrait dire de chauvinisme, mais on leur dit que voilà, que c'est l'honneur, que c'est pour l'honneur, c'est pour l'empire, c'est pour l'empereur qu'ils vont mourir. C'est-à-dire que là, on fait référence en fait à une espèce de fantasme en fait du code du samouraï qui n'existe plus, enfin, c'est-à-dire qui a existé bien sûr, mais cet ordre samouraï n'existait plus à l'époque, il a été supprimé, il n'y a plus de samouraï officiellement au Japon depuis l'époque Meiji, donc depuis avant en fait, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle. Donc on fait appel en fait à une espèce de fantasme de, on va dire aujourd'hui ce serait faire appel à on va dire, la tradition des chevaliers du Moyen-Âge, quoi. Et en fait, ils partent avec l'idée qu'ils sont des samouraïs du ciel et qui vont devenir, en fait, voilà, des grands combattants en se sacrifiant. Et c'est vrai que Stanislas me disait que voilà, il y avait des idées, enfin une idée de discussion lors de ces conférences, c'était la mort, la mort, le suicide. Et moi, j'ai trouvé cette idée intéressante parce que pourquoi ça me traverse? Ça me traverse pour plein de raisons, mais des raisons personnelles, bien sûr, mais je trouvais absolument poignante cette idée de ces jeunes gens qui partaient parce qu'on avait donné l'ordre, qui acceptaient, mais qui avaient compris que en fait, leur mort n'avait aucun impact sur la suite de la guerre et donc que c'était, on va dire, une mort gratuite. Et, euh, et j'ai tenté d'imaginer en fait quelles étaient les pensées de ce personnage que je décris comme, on va dire, assez éveillé, assez curieux des autres. Il connaît la littérature européenne, il connaît la littérature anglaise. Bon, vous savez que ce soir, c'est un anniversaire particulier puisque c'est l'anniversaire du suicide de Mishima. Mishima s'est suicidé le 25 novembre 1970 et j'ai trouvé ça étrange qu'on ait cette discussion pour presque célébrer cet anniversaire. Donc voilà, quoi. Donc c'est pas un hasard, hein. Mishima est un écrivain qui a beaucoup compté dans la littérature mondiale, qui a été maintes fois traduit, très apprécié en France, entre autres par Yourcenar, qui en a fait tout un livre en fait justement sur le vertige et la mort en fait. Et elle raconte comment elle a été elle-même fascinée par Mishima aussi parce qu'il s'est donné cette mort-là. C'est-à-dire que, comme vous le savez, hein, il a fait seppuku devant devant l'armée japonaise, donc en 1970, à l'époque où de toute façon le Japon était totalement autre chose que le Japon de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un Japon complètement fanatisé. Enfin, en tout cas, on va dire à la tête du Japon, ce sont des généraux qui sont des généraux fascistes. Là, le Japon en 70, c'est complètement autre chose. Mais j'ai trouvé ça étrange de vous parler de ça parce que Mishima était en fait un personnage qui a vraiment m'a servi en fait à créer mon pilote. Puisque en fait, je lui ai donné grosso modo la même année de naissance. Mishima on va dire, n'est pas entré dans l'armée japonaise parce que il avait un souci de santé à l'époque et à mon avis, enfin voilà, sans vouloir faire de psychanalyse sauvage, je pense que s'il avait fait la guerre, il n'aurait pas créé une milice dans les années 60. Et je pense qu'il ne se serait pas suicidé de cette façon-là. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire, même si c'est assez amusant à faire.
Mais voilà, donc Mishima a été un personnage clé pour créer ce personnage de pilote, avec surtout, j'ai pensé à son éducation, en fait, une éducation très ouverte sur le monde, ce qui l'empêche pas d'être, lui, paradoxalement, très, très nationaliste, très, très prêt à mourir voilà, pour l'empereur, etc. Mais bon. Et par ailleurs, j'en ai fait un personnage qui doute, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était fini et qui ne voit pas forcément, en fait, enfin, on va dire l'adversaire comme l'ennemi. C'est-à-dire, il voit les Américains comme, oui, effectivement, des adversaires, mais pas forcément comme des ennemis. Enfin, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais te dire? Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Non, mais raconte-nous plutôt comment Mishima a décidé, enfin, qu'on parle aussi des gens qui font harakiri, qui est aussi une autre manière de se tuer, une manière un peu radicale à la japonaise. Ouais, alors en fait, le seppuku, c'est un suicide donc typique du Japon. Là-dessus, il y a une référence importante, vous pouvez aller voir, c'est un livre qui s'appelle La mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet, qui est sociologue, et il me semble, je ne sais pas s'il est historien en plus. Il a fait tout un livre justement sur le suicide au Japon. Et bon, moi, de ce que j'en ai découvert, c'est que contrairement à l'idée reçue, en fait, actuellement, il n'y a pas plus de suicides au Japon qu'en France, en Europe. C'est pareil. Mais que, on va dire, le Japon se distingue en fait par une sorte de suicide qui a été créé, je crois, vers le XVIe siècle. C'est-à-dire que, en fait, il est devenu ritualisé, ce suicide. Et il consiste à s'ouvrir donc le bas du ventre euh, à l'aide d'une lame courte et en fait, à faire sortir en fait, ses intestins. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et il y a évidemment quelqu'un, enfin évidemment, heureusement, quelqu'un qui tranche la tête en fait de la personne qui vient de faire ses poupous. Parce que on va dire que c'est déjà tellement atroce que c'est en plus très long. Donc il n'y a quasiment aucune chance de mourir. Si, à mon avis, il faudrait peut-être une demi-journée pour mourir avec des blessures aussi épouvantables. Mais ça, c'est un suicide qui a été, on va dire, presque même ritualisé. En fait, chez les samouraïs, surtout vers le XVIe siècle, il me semble. Et on voit que parfois dans l'histoire du Japon, il y a des vagues de suicides comme ça. En fait, on sent que, là vraiment, c'est Maurice Pinguet qui m'a appris pas mal de choses là-dessus. C'est en fait une forme on va dire, de défi face à l'adversaire. C'est de dire, ben voilà, j'ai perdu, parce que bon, ça, ce sont des suicides d'honneur, hein. C'est-à-dire, on se suicide quand eh bien, on a perdu une bataille, quand on a perdu la face. Donc là, c'est vraiment une question d'honneur, donc de honte. Et dans ces cas-là, on se suicide de cette façon-là. Et c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est dire à l'autre, ben, très bien, ben, voilà, je vais te montrer de quoi je suis capable, même si tu m'as battu. Donc, et donc, ce suicide-là est très, très ritualisé. Mishima lui-même en a fait un film, puisque en fait, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Patriotisme, qui, moi, m'avait complètement fascinée. Mais je parle de Mishima, ça fait 20 ans, je l'ai découvert il y a 20 ans, et puis, comme quoi ça fait son travail. Je ne savais pas du tout que j'écrirais Un jour pacifique, mais c'est toujours un écrivain qui m'a totalement fascinée par son esthétisme absolu, son esthétisme empreint d'érotisme, et son esthétisme empreint d'érotisme morbide. Hein, ça marque beaucoup quand on lit Mishima, c'est-à-dire qu'il mêle vraiment la douleur, la mort à l'érotisme, en fait, continuellement. Et les textes sont d'une beauté splendide, parce que en fait, tout est mêlé, c'est-à-dire admiration du beau et destruction. Il est aussi, en fait, c'est le plus européen des écrivains japonais, même contemporains, je dirais, parce que je le trouve même plus européen que même Mizubayashi, par exemple, qui connaît bien le français. Je trouve que Mishima a été capable en fait, de faire un savoureux mélange entre le Japon et l'Occident.
Et, et donc voilà, donc il a écrit cette nouvelle qui s'appelle Patriotisme, et c'est l'histoire d'un militaire qui doit être, je pense, capitaine, lieutenant ou capitaine, je ne sais plus, qui rentre en fait après un putsch raté, en fait. Et il rentre chez lui, sa femme l'attend. Et voilà, et c'est le déshonneur, en fait. Le coup d'État est un échec. Et pour laver ce déshonneur, en fait, il décide de faire ses poupous, donc, et sa femme prend la décision de, elle aussi, se tuer. Et en fait, Mishima va raconter toutes les étapes, en fait, qui mènent à ce suicide. Et donc tout ça est extrêmement ritualisé. On va dire qu'on est presque dans une espèce de théâtre de la beauté, de l'honneur, tout ça avec une espèce de fantasme sur un Japon, on va dire ancestral, qui fait que on peut facilement dire que Mishima était un peu fasciste, même si le terme ne convient pas trop en fait, enfin, au Japon. Je pense que c'est difficile de trouver un terme, mais bon, c'est assez proche du fascisme. C'est pas du tout du nazisme, parce qu'il n'y a pas d'antisémitisme, par exemple. Mais, mais voilà, donc, et donc cette nouvelle a été filmée, a été mise en scène aussi par Mishima, qui joue le rôle, en fait, du militaire, en fait, de l'homme qui aurait voulu voilà, faire ce coup d'État, et qui rentre, voilà, qui retrouve sa femme. Alors, il a fait ce film qui, je ne sais pas combien de temps ça dure. En fait, je n'ai pas pu le voir jusqu'au bout, honnêtement, parce qu'en fait, il a vraiment mis en scène le suicide qu'il va lui-même, enfin, qu'il réalisera un jour, avec des détails absolument épouvantables, en fait, qui sont vraiment difficiles à regarder. C'est-à-dire, parce qu'on voit, par exemple, la transpiration, on voit, en fait, le temps que ça prend. Et puis voilà, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce film, mais c'est pas pour ça qu'en fait l'idée m'est partie de la tête. Donc, en fait, voilà, donc je repensais à Mishima, et j'ai repensé aussi à son premier livre qui s'appelle Confession d'un masque, où il raconte en fait son attirance pour des jeunes hommes, et son attirance pour surtout des jeunes hommes qui, euh, qui allaient être en fait la cible de plein de supplices. Et de son éducation aussi, j'ai repensé à ça, son éducation avec sa grand-mère, parce que c'est sa grand-mère qui s'occupe de lui quand il est tout petit. Et c'est-à-dire qu'elle, en fait, presque, c'est pas qu'elle le kidnappe, mais bon, elle décide que c'est elle qui va s'occuper de lui et pas ses parents. Et donc, il va vivre avec sa grand-mère. Il va même dormir dans le même lit qu'elle. Bon. Elle va l'empêcher de sortir parce qu'il a une santé fragile, donc elle va l'isoler encore plus. Mais par contre, elle va l'emmener au théâtre. Elle va vraiment s'occuper de son éducation. Et donc, j'ai donné cette même éducation à mon personnage. Parce que pour l'éducation, il fallait que, pour des détails comme ça, en fait, j'ai essayé à chaque fois d'être le plus précise possible, parce que avec un livre qui se passe à l'autre bout du monde, je ne pouvais pas m'empêcher d'être dans le flou, en fait. Il fallait que je sois dans l'hyper réalisme de la chose, et en même temps, évidemment, je voulais que ce livre soit surtout poétique, parce que j'étais fascinée en fait par les termes qui étaient utilisés pour parler des jeunes kamikazes, qui étaient décrits. En fait, c'est les mots qu'on retrouve quand on s'intéresse à cette période-là, à la bataille d'Okinawa et à ces jeunes pilotes qui écrasent leur avion. On les appelle des fleurs de cerisier. C'est-à-dire que les fleurs de cerisier ont cette caractéristique de tomber au moment où elles sont en pleine floraison. Et, et puis, on les appelait de termes magnifiques. On disait qu'ils étaient des chrysanthèmes flottants. Hirohito prend la parole à un moment pour féliciter ceux qui ont réussi, parce que les premières missions spéciales, comme on les appelait, sont des réussites. Et Hirohito prend la parole exceptionnellement et dit que ce sont des étoiles tombées du ciel. Voilà. Et je trouvais que ce vocabulaire était magnifique. Et qu'il n'y avait qu'au Japon qu'on pouvait trouver à la fois une délicatesse pareille et une violence épouvantable, et puis les accoler l'une à l'autre, en fait. Et donc voilà, quoi. Donc j'ai été en immersion
En fait, j'ai été en immersion dans cette période-là, que j'ai d'une certaine façon fantasmé aussi, hein, parce que je dis pas que en fait, j'ai essayé d'être à la fois très réaliste, mais c'est de toute façon ma subjectivité qui s'est exprimée. Après, apparemment, les faits fonctionnent assez bien et que même les historiens ont trouvé que c'était plutôt bien fait. Donc voilà. Donc, et Stanislas, tu parlais du prix. Ouais, c'est un prix, le prix qu'a reçu Pacifique, c'est le prix de l'Aéroclub de France. C'est-à-dire, c'est un prix de pilote qui est décerné, c'est un jury composé de gens qui sont des grands pilotes et il y a des historiens, etc. Et donc, ils décernent ils décernent plusieurs prix, mais il y a un prix littéraire qui est décerné en fait à un roman. Et puis, j'étais très, très, très heureuse parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à travailler sur les avions avec ce livre. Et donc, travailler sur les chasseurs zéro, etc., en essayant de connaître la technique. Voilà, en fait, je me suis vraiment perçue comme entrant dans le cockpit moi-même, en me disant, voilà, j'entre et je sais que je prends la décision de partir et c'est mon dernier voyage. Et quel est le rapport à la mort, Stéphanie? Ton rapport à la mort? Ouf. Euh, à la mort volontaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as un prix d'aviation. Donc, ça veut peut-être dire, dans l'inconscient des gens qui ont remis ton prix, est-ce que c'est bien de mourir et de se faire mourir dans son avion? Je crois que, je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, il faudrait leur demander pourquoi ils m'ont donné ce prix, mais déjà, c'est vraiment un livre où on entre directement dans l'avion et vraiment, il est question d'avion vraiment beaucoup, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça très excitant, quoi, d'être à bord de cet avion zéro et parce que l'aviation m'intéresse beaucoup. En fait, c'est un fantasme, hein, parce qu'après, il y a des pilotes qui m'ont proposé de faire des loopings. J'ai un peu peur parce que généralement, j'ai mal de mer ou j'ai mal au cœur dans les voitures. Donc ça, je sais que ce ne serait pas une expérience géniale. Mais le fantasme, en fait, fonctionne bien. C'est-à-dire que savoir qu'il y a un mélange de technique et de liberté et de puissance et en même temps de rêverie totale, traverser les nuages, tout ça. Et donc après, il faudrait leur demander, mais je crois que je pense qu'il y a il y a plusieurs choses dans Pacifique qui font que c'est peut être un livre qui peut être lu par des lecteurs très très différents, c'est-à-dire même des jeunes gens. Il y a des lycéens qui l'ont récompensé aussi en Bourgogne. Enfin, je pense que c'est un livre qui peut attirer la jeunesse aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas plus proche de la mort que la jeunesse, c'est-à-dire que à l'adolescence, vous le savez bien, j'imagine que les enfants pensent au suicide, enfin, des enfants pensent au suicide, des adolescents pensent au suicide. Le suicide est quelque chose qui, qui peut être une hantise pour les adolescents. Moi, j'ai un atelier à Sciences Po et l'année dernière, je sais que voilà, j'ai une étudiante qui m'a dit qu'elle avait assisté à la tentative de suicide de sa meilleure amie. Et voilà, je constate à quel point voilà, la jeunesse est proche de la mort aussi, quoi. Donc, de cette mort volontaire. Et puis personnellement, la question du suicide, pour moi, elle n'est même pas taboue, hein. C'est quelque chose auquel je me dis que c'est toujours notre porte de sortie. Parfois, cette porte de sortie, elle peut être une tentation. Elle peut être une espèce de... C'est comme le vertige, ça fait peur, mais c'est parce que ça attire, quoi, hein. Et donc, il y a plusieurs de mes livres où on parle quand même pas forcément directement de suicide, mais par exemple, mais de mort, oui, de mort ou de meurtre. Mais donc voilà, je veux dire, il n'y a pas plus. En fait, je pense qu'il n'y a pas plus grand sujet. En fait, c'est toujours la question pourquoi est-ce que je resterai en vie? En fait, c'est la question d'Hamlet, hein. Pourquoi est-ce que je resterai en vie? Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si on te l'a fait remarquer, mais qu'à la fin, on est peut-être calme quand on est mort et que c'est un double jeu de mots ton titre, parce que quand on est pacifique, on est très calme,
Donc, c'est le calme d'être pacifique. Et c'est l'océan Pacifique. C'est deux choses à la fois. Ouais, heureusement que ce titre m'est venu. Il ne portait pas le même titre au tout début. Ça, c'est toujours intéressant parce que il y a une force du titre dans un livre, en fait. C'est-à-dire que le livre doit rencontrer son titre un jour ou l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se planter de titre et ça, c'est dommage. Je pense qu'il y a une sorte de destinée face à un titre. Et là, c'est vrai que c'était polysémique. Il y avait cette idée de guerre du Pacifique. Il y avait cette idée d'océan Pacifique. Et puis, il y avait cette idée d'adjectif, évidemment, pacifique. Après, c'est intéressant que toi, tu le vois comme pacifique, comme… pardon. Arrête. Je préviens. J'ai un lapin. Stéphanie a un lapin. J'ai un nouveau fil. J'ai vu d'ailleurs que Aurélie Mena parle. Oui, un lapin depuis une semaine. Il y a un lapin dans Pacifique, hein, parce que le seul moment de… Je vais l'attraper. Hop, vous montrer ça. C'est ça qui m'embête. Ah, il est trop mignon. Ouais. Il s'appelle Poil. Oui. Et ce moment, c'est marrant que tu parles de Pacifique comme, oui, c'est vrai, reposer en paix, on dit, reposer en paix. Exactement. Et puis après, en fait, sur la fin du livre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert que les gens avaient des lectures différentes, en fait, et c'est-à-dire qu'ils peuvent interpréter la fin du livre, la fin du roman de façon très diverse, et j'aime bien. C'est-à-dire que j'imagine que l'écrivain est à la source de quelque chose, mais que l'interprétation, il ne l'a pas forcément. C'est-à-dire que moi, je pense avoir une interprétation de ce que j'ai écrit, mais déjà, il n'y a pas une interprétation, il y a 1000 lecteurs, 1000 interprétations. Et j'aime que les gens me disent « Ah, mais moi, je ne vois pas ça comme ça, moi, je vois que la fin, c'est ça ». Donc évidemment, hein, le livre ne termine pas par le crash, hein, parce que ce serait trop facile. Et il se passe autre chose. Ça ne se termine pas comme c'est prévu. Mais après, les gens ont une lecture en disant, ben, effectivement, moi, je pense que voilà, je pense qu'il termine comme ça ou je pense autrement. Mais les dernières phrases sont assez ambiguës. Et aussi parce que j'ai pensé à certains auteurs japonais qui étaient vraiment dans l'ambiguïté. En fait, vous savez, par exemple, Kawabata, quand il écrit ses romans, on a l'impression que c'est des phrases qui sont des phrases de presque rien, c'est-à-dire c'est des phrases presque banales. Et je me suis dit que c'était assez beau de terminer sur des phrases comme ça en lévitation, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui se passe. Évidemment, il ne faut surtout pas commencer par lire la fin, comme font les mauvais lecteurs, mais enfin, si vous le lisez, vous verrez vous-même. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire quoi? Pour parler de cette thématique. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que là sont présents ce soir, Stéphanie, la plupart des élèves donc, qui se forment à la psychanalyse et que c'est intéressant qu'en cabinet, effectivement, le thème de la mort est assez récurrent, les gens en parlent beaucoup, d'une mort au premier degré, au second degré, ou une mort fictive, ou la mort de quelque chose, ou la mort d'une histoire d'amour, ou la mort de quelque chose. Oui. Donc, c'était intéressant que tu parles de ça, qui est quelque chose de romanesque, qui devient intéressant, qui, par ton style, devient poétique, et qui finalement, les gens veulent se suicider, les kamikazes sont tout ça, mais on parle de toute cette histoire, mais la finalité, la mort, on n'en parle plus finalement. C'est-à-dire qu'il y a tout un acte de bravoure, même avec les samouraïs, il y a toute cette mise en scène, mais une fois qu'ils sont morts, ils sont morts, c'est-à-dire que ça s'arrête. Ouais. Donc, c'est intéressant de savoir que quelquefois, ça peut continuer ou s'arrêter. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus que sûrement les personnes vont poser leurs questions en mettant la main jaune ou peut-être, je vois qu'il y a Frédéric Vincent qui est là, le président de notre association, qui aime beaucoup. On peut parler aussi des sports de combat japonais. Il y en a beaucoup, tous ces sports, entre le judo et tout, qui font combattre, il faut faire tomber les gens, mais on leur fait mal sans leur faire mal, mais il ne faut pas leur faire mal. Il y a en fait toute une histoire aussi dans la rhétorique de la philosophie du sport au Japon. Donc voilà, et puis si
Bon, je vois qu'il y a Bicera aussi qui peut peut-être nous parler des patients, parce que Bicera est thérapeute. Si elle a eu déjà affaire à des jeunes qui avaient d'envie de se suicider ou des gens qui parlent de mort. Moi, je peux en parler aussi. J'étais interviewé il n'y a pas longtemps pour une radio sur qu'est-ce que les patients parlent de la mort, etc. Donc, c'est à vous la parole. Tu veux dire quelque chose, Bicera? C'était très riche. Merci beaucoup Merci. pour votre présentation. Ça me fait penser justement à toutes ces personnes qui se sacrifient aussi. Il y a quelque chose d'une petite mort lente. Alors peut-être que ça touche aussi à l'honneur. Je pense par exemple au couple, monsieur est alcoolique et madame subit les violences, les débordements. Et donc, il n'y a pas un triomphe sur soi, là, dans son estime de soi personnelle. Et je pensais à ça, en fait, dans la Ouais. petite mort. C'est que là, il y a du déshonneur, il y a une dignité qui n'est plus. Ouais. Et ce qui est totalement différent peut-être de cet apport japonais avec l'honneur, avec cette histoire de faire un tout avec la patrie, avec l'idéologie familiale du territoire. Et ça, c'est très intéressant sur le plan de la subjectivité parce qu'on peut faire le parallèle aussi avec les rites de passage qu'on n'a plus, par exemple en France, pour les adolescents, et que se scarifier ou pratiquer, par exemple, le scooter dans des situations terribles, et ben, c'est jouer aussi avec la mort. Il y C'est a vrai. aussi une question d'honneur dans les yeux de l'autre, finalement. Et ça m'interroge. Et du coup, ça suscite plein de questions avec les accompagnements de patients. Donc, je vous remercie. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci. Ouais, c'est très intéressant. N'hésitez pas à mettre votre petite main jaune pour poser des questions. Justement, est-ce que Nadia Sirène est là? Parce que ça m'intéressait, ou beaucoup dans le Maghreb, il y a ces crimes d'honneur, justement. Donc l'honneur est très important pour certains peuples, pour certaines cultures. Nadia, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Et je Euh, trouve que c'est très intéressant. Il y a des crimes d'honneur qui arrivent encore alors, aujourd'hui. tout à fait. Et en fait, bon, je ne suis pas trop fait des crimes d'honneur dans le milieu, dans le Maghreb. Après, ce qui me vient en tête, c'est surtout le principe de l'idéal du moi qui est en fait totalement étouffé sous la collectivité. C'est ça. C'est la grande différence entre, on va dire, le suicide rituel au Japon. Je dis rituel parce que je pense que les Japonais qui se suicident aujourd'hui, c'est plus pour les mêmes raisons, c'est pas le même genre de suicide, etc. Mais le suicide ritualisé au Japon, c'est presque l'inverse du suicide romantique de l'Allemagne du 19e siècle, en fait. Où là, Werther, lui, se suicide. Eh bien, parce qu'il est seul au monde et que son amour est impossible et que sa vie devient impossible. Donc, il est totalement seul. Alors que là, mon personnage, et encore, est-ce que c'est du suicide? Mais bon, il se suicide parce que pour le pays, pour la collectivité, effectivement, pour ne pas perdre la face. C'est presque un suicide social, en fait. C'est ça. Et ça, c'est ce que j'ai retenu pour répondre à votre question, je pourrais faire le parallèle avec ce que je connais du milieu maghrébin et de certaines conditions que je ne vais pas évoquer là, mais il y a de l'ordre de la collectivité qui met sous pression. Ouais. Et dans le suicide, il y a quelque chose aussi de l'agressivité qui est retournée sur la personne propre, au lieu de. Je ne sais pas, on fait comme on peut, mais de s'affirmer et d'oser dire ça ne me convient pas, c'est trop écrasant. Et donc, Ouais. si je disparais, ou tout est plus simple, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, il y a toujours la porte de sortie. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la mauvaise, je ne sais pas, mais ça paraît être la solution. Oui. Voilà.
Oui, Merci absolument. Geneviève. Merci à vous et félicitations pour votre prix. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci à vous. Bon, ne faites pas les timides, tout le monde. Qui veut parler? Il y a plein de questions. Non, mais en fait, ah oui. Ouais. Non, mais j'en profite. Je voulais en profiter pour ajouter quelque chose, c'est que Vas-y, Stéphanie. non, mais d'une certaine façon, l'écriture de ce roman m'a permis de, de commettre l'acte sans le faire, quoi. C'est-à-dire que le réalisant par l'écriture, je l'ai commis, mais je suis toujours vivante, en fait, quoi. C'est ça, en fait, ça me fait penser à ça, en fait, maintenant qu'on en parle, quoi. Comme Oui, s'il y avait un double. comme beaucoup de travail artistique. Oui, surtout que c'est écrit à la première personne, hein, du singulier. Enfin, c'est en plus au présent. Tant que j'assume totalement, hein, je sais que bon, donc c'est écrit à la première personne au présent. Donc on est face à l'acte, en fait. Je suis face à l'acte. Et d'une certaine façon, il y a un engagement, en fait, de l'auteur directement comme ça. Donc, Mais ce qui est intéressant, je pense beaucoup à tous ces jeunes soldats français qui sont morts au Mali, où les familles disent, bah, quand il s'est engagé dans l'armée, c'était pour mourir pour la France. Mais moi, je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre ça parce que, enfin, je veux dire, à partir du moment où la vie a un sens, et sa mort a un sens, je pense qu'on a réussi, enfin, que sa vie a été réussie, quoi. C'est-à-dire s'engager dans l'armée, c'est aussi donner un sens à sa vie. Et ça veut dire qu'on accepte eh bien, l'éventuelle mort qui va avec. Je pense que c'est le plus dur, c'est pour les proches, bien sûr. Oui, et puis sur les monuments aux morts, il y a écrit mort pour la France. Mm. Et dans des petits villages d'Allemagne, j'ai vu sur les morts pour Hitler. Ah ouais, Ouais. ça existe encore. Il y a un certain nombre d'années dans des petits villages. Ouais. Je sens tout le monde interrogatif. Allez poser vos questions. Anne a une question, je crois. Anne? Oui, merci Stéphanie pour votre présentation et félicitations car le monde de l'aviation est un monde d'hommes, donc qu'une femme soit récompensée, je trouve ça vraiment génial. Merci. Voilà. Et alors, moi, je voulais savoir surtout qu'avez-vous ressenti dans ce cockpit lorsque, j'imagine, votre héros a ressenti peut-être un suicide résigné. Que faire par rapport à cette envie certainement de vivre qu'avaient tous ces jeunes pilotes qui partaient pour mourir pour leur patrie? Oui, alors Je pense que certains devaient vraiment avoir cette pulsion de vie et malgré tout se suicidaient de manière résignée. oui, je le fais discuter avec d'autres pilotes et d'autres camarades de chambrée. Il y a de tout, en fait. Il y a celui, j'ai montré, il y en a un qui est fanatisé, qui est presque dans un état de surexcitation totale. Il est presque halluciné à l'idée de donner sa vie. En fait, il y en a un pour qui, en fait, la mort prochaine, ce sera en fait la réalisation totale de sa vie. Je pense que ça, on peut le trouver chez les djihadistes, par contre. Ouais. Il y en a un qui est totalement effrayé. Et lui-même, mon personnage, alors, il est, on va dire, physiquement malade. Donc, je raconte, on va dire, les désordres, voilà, on va dire, intestinaux, des choses comme ça. Enfin, il a vraiment du mal, mais en même temps, il est décidé et il accepte l'honneur. Le truc, c'était de montrer qu'à la fois, il était dans l'acceptation et qu'il en était malade, mais en même temps qu'il l'acceptait et qu'il embrassait cet honneur et je sens qu'il est un peu fier de lui aussi. Et voilà, qu'il va aller jusqu'au bout. Il écrit à ses parents. Il sait que sa grand-mère sera très fière de lui. Il sait que ses parents seront effondrés. Il y va et moi je ressens comme lui, hein. Je peux pas décrire un personnage aussi proche avec cette écriture du jeu, voilà,
j'entre vraiment dans le personnage, vraiment. Je ne peux pas ne pas ressentir exactement tout ce qu'il ressent. Donc, c'est-à-dire, il y a un mélange à la fois d'exaltation et de terreur. Enfin, ça passe par plein d'états, en fait. Et puis, bon, comme en fait le départ est aussi très ritualisé, hein, c'est-à-dire que, alors on leur demandait de s'aligner. Il devait y avoir un discours, et puis alors on leur propose un verre de saké. Certains le prennent, certains n'en prennent pas. Donc, on voit sur certaines photos qu'il y a même des jeunes filles, hein, qui remuent leur mouchoir. Alors bon, ça doit être un peu rarissime, mais voilà, lui, il part. En fait, ils partent en escadrille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Ils sont à plusieurs. Il y a une espèce de camaraderie là-dedans, une camaraderie de la mort. Et ils le font parce qu'ils vont. Voilà, c'est. Évidemment, je pense, moi, je me souviens aussi de mes 20 ans et de cette envie de vivre terrible. Et comment on fait? Moi, je pensais aussi aux jeunes gens, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, qu'on envoyait se faire tuer pour gagner 5 mètres de terrain, quoi, en fait, Dans qu'ils les étaient perdus tranchées. le lendemain. Mm. Ouais. Mm. Je pensais à ça, je pensais au chemin Ouais. des dames aussi, ces choses-là. Mm. En fait, parce que c'est des parties. Enfin, moi, je suis très attirée, en fait, par l'histoire. En fait, je suis très attirée par le passé, c'est-à-dire la grande violence et la grande beauté que nous ont donné les périodes passées. Mm. Et j'aime bien placer mes romans dans des époques antérieures. Et j'ai repensé, en fait, à ces jeunes gens pendant la Première Guerre mondiale qu'on sacrifiait, en fait, pour rien, quoi. Et voilà, je pense qu'en fait, ils sont assez proches. Je pense que c'est des jeunes gens qui sont assez proches. Eh bien, ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ben, voilà. Évidemment, moi, je ne fais que l'écrire. Donc, mais d'une certaine façon, je suis habitée par ça. Parce que, enfin, pourquoi? Parce que, voilà, tu me demandais pourquoi la mort et tout. Enfin, de toute façon, moi, le sacrifice de la jeunesse par la génération plus ancienne, c'est quelque chose qui me hante un peu. Ouais, c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à la Première Guerre mondiale avec un autre roman qui s'appelait Un roman anglais, qui se passe, lui, en Angleterre, mais en 1917. Et c'est des gens qui vivent, en fait, la Première Guerre mondiale, loin du front, mais avec des gens proches d'eux qui disparaissent et qui donnent plus de nouvelles. J'avais pensé à Virginia Woolf qui racontait lors de. Enfin, elle a tenu un journal. Le journal a vraiment été important pour moi, mais je pensais aussi à La Chambre de Jacob, où en fait, Jacob est le personnage, en fait, qui disparaît pendant la Première Guerre mondiale. On n'a plus de nouvelles. C'est un jeune soldat anglais qui part dans les Flandres et tout d'un coup, plus de nouvelles. Donc, ouais, en fait, c'est amusant parce que j'ai une camarade qui est aussi romancière et éditrice, qui s'appelle Michel Gazier, qui a longtemps écrit à Télérama. Et elle lit à chaque fois mes textes avant que je les envoie à l'éditeur. Et elle me disait, toi, tu écris beaucoup sur des jeunes hommes malades, souffrants, qui vont mourir. Intéressant. Bah ouais. Natacha, tu veux dire quelque chose? J'avais une question de savoir si vous étiez inspiré aussi du fait des 47 Ronin en 1702 au Japon, qui ont fait beaucoup ensemble par honneur, et si éventuellement Mishima, qui vous a inspiré, était aussi intrigué, ou c'était un petit peu rapproché, en fait, de cet événement historique au Japon. Alors, c'était en quelle année cet épisode? C'est en 1702. Ah, là, c'est ça. Oui, je sais qu'il y a eu des vagues, en fait, de seppuku au Japon. Je crois qu'il y a même eu une décision à un moment je pense, l'empereur, qui les a interdits à un moment parce qu'il y en avait trop. Je pense que de toute façon, Mishima est complètement fasciné par un Japon féodal avec l'empereur
on va dire, qui est en fait le descendant de la déesse du soleil. En fait, c'est une espèce de dieu sur Terre. Et il est totalement fanatique on va dire, de cette espèce de purisme de Japon d'antan, quoi. Et je pense qu'il y était très très sensible. Il était très sensible à ça. Il était, c'est pas pour rien qu'il a créé sa milice, hein. Il a quand même créé une milice apparemment, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a quelques dizaines de personnes, je crois. Mais bon, ils avaient envie de convaincre les autres militaires, en fait, de renverser le régime et puis qu'on revienne au Japon féodal, en fait, qu'on redonne en fait à l'empereur, voilà, sa légitimité de descendant de divinité, tous les pouvoirs, etc. Donc il était complètement fasciné par ça. Ça, c'est absolument certain. Autour de ça, on va dire, c'est toutes les valeurs militaires, viriles, c'est autour de la virilité, hein, tous ces trucs-là, quand même, quoi. C'est une espèce de fantasme, en fait, de surpuissance, un peu, quoi. Je veux peut-être sous-entendre qu'il n'y a pas de femmes kamikazes et pas de femmes qui font de la Il n'y a pas de femmes dans l'armée, hein, il n'y a pas de femmes dans l'armée du Japon, mais je crois qu'il n'y avait pas de femmes dans les autres armées, il me semble, hein. Et des femmes kamikazes, non, qui font l'harakiri, ça existe? Ah oui, alors elles peuvent, mais ça s'appelle pas. En fait, elles font un autre seppuku, apparemment. Je crois qu'elles se coupent la gorge. Elles font pas exactement le même suicide rituel que les hommes. Et puis là encore, vous pouvez toujours voir Patriotisme, hein, le film de Mishima, donc réalisé par Mishima, avec Mishima dedans. Et puis aussi ce superbe livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle, je ne me souviens plus, mais qui parle de Mishima. En fait, c'est tout un livre sur Mishima. Et alors, elle est très drôle. Il y a un film sur les 47, alors je ne sais pas si c'est Ronin ou Ronin. Ouais, Ronin. Cette sépulture, c'est beaucoup ensemble, en fait. Ah ouais, il y a un film très beau film de 2013. On t'entend très mal, hein. Ah, ouais, de 2013. De 2013 qui s'appelle Les 47 Ronins. Ouais. Oui, c'est Ronin. Ouais. Ronin, c'est français, ça. Oui, oui, alors les Ronin sont en fait, des samouraïs qui n'ont plus de maître. En fait, c'est un grand malheur pour un samouraï de plus avoir en fait, un maître à défendre, un seigneur à défendre. Et... ouais, voilà, là on est vraiment en fait, dans l'aristocratie japonaise avec ce qu'elle a on va dire l'aristocratie du sabre, donc avec son code du samouraï, et son bushido, etc. Moi j'ai lu le bushido et j'ai trouvé ça assez génial à lire. C'était le truc qui était le plus fascinant. Donc ça a été écrit au 19e siècle, hein, il me semble. Mais bon. Mais le truc le plus fascinant, c'est que dans le Bushido, il est dit que le samouraï doit préférer la mort à la vie. En fait, et qu'il est plus valeureux pour un samouraï de donner sa vie que de tuer un ennemi. Donc, quand on veut voir les différences entre en fait, la chevalerie européenne et le samouraï, je trouve que ça, c'est quelque chose qui marque. Oui, c'est important. Et c'est intéressant au niveau symbolique que le livre de Marguerite Yourcenar s'appelle Mishima ou la vision du vide. Voilà, la vision du vide. Voilà. Alors, on peut voir des interviews de Marguerite Yourcenar qui parlent de Mishima. Il y en a une que j'ai retrouvée. Elle est en discussion avec Jean d'Ormesson et Pivot. Écoutez, et vous allez voir, c'est fascinant. Alors, il y a
il y a des extraits de Mishima et Yourcenar donne son interprétation. Elle parle de Mishima, elle parle de sa fascination. Elle a une prononciation assez amusante aussi des mots japonais. Avec l'accent belge. Non, mais j'en dis pas plus. Je vais poser. Il y a Olivier, je vous sens dubitatif. Olivier, que pensez-vous de tout cela? Alors, pas dubitatif, mais j'ai une question sur le doute. En fait, je me demandais, dans tout le cheminement du personnage, qui va peut-être... alors, j'ai pas lu le livre, je suis désolé, mais j'extrapole. Vous serez obligé de le lire avec un quiz avant Noël. Absolument. Donc, dans son cheminement qui va peut-être de toute la préparation dans son escadron jusqu'au moment où j'imagine qu'il s'enferme dans son cockpit, dans sa bulle, et qu'il retourne à la solitude. Est-ce que son doute est constant ou est-ce que vous situez un moment où... En fait, moi, je le fais douter avant. En fait, je le fais douter. Alors, le roman commence comme ça, avec la scène où il sait qu'il va partir, où il attache en fait son hashimaki, c'est-à-dire un bandeau, là, on va dire, assez typique, c'est-à-dire montrant qu'il est décidé. Mais je reviens un petit peu en arrière, juste le chapitre d'après, pour montrer en fait ses interrogations avant qu'on lui donne l'ordre de partir. Avant qu'on lui donne l'ordre de partir, c'est-à-dire en mission spéciale, donc, parce que c'est son capitaine qui vient le voir un jour en lui disant soldat Kaneda, êtes-vous prêt à partir pour cette grande mission? Et lui, il répond oui, et j'espère que cette mission arrivera le plus tôt possible. Ça, c'est la façon de répondre à l'époque. Et toutes les phrases des capitaines, etc., elles sont... en fait, je les ai trouvées. Hein, c'était véridique, comme ça. Il parlait comme ça. Mais je retourne un peu en avant, en fait. Après, le chapitre d'avant, en fait, je le fais parler. Et c'est là que je le montre ses doutes. C'est-à-dire, avant qu'il reçoive l'ordre, en fait, déjà, il doute de la réussite de l'action. Il doute déjà, il doute d'abord de la victoire du Japon. Il pense que le Japon a déjà perdu la guerre parce qu'il n'est pas bête. Et il voit que, ils ont de moins en moins de... Enfin, voilà, et de moins en moins de succès, il y a de plus en plus de pertes, ils sont en train de reculer. Mais en même temps, il y a une idéologie qui est tellement forte qu'on a vu chez certains qui pensaient, enfin certains Japonais, même certains soldats, etc., ont pensé que tant qu'il y aurait un Japonais de vivant, en fait, le Japon ne se rendrait pas. Mais lui, il sait que la guerre, elle est terminée, et donc en fait, malheureusement, il se dit, je vais faire mon voyage, mon aller simple, mais ça n'aura aucun impact, en fait. C'est ça qui est dur pour lui. Et puis après, le doute, j'ai envie de dire, une fois qu'il est dans son cockpit, il ne peut plus douter, quoi. C'est fini. C'est plus le moment, en fait, où on s'interroge sur le bien, le mal, j'y vais, j'y vais pas. En fait, il est dedans. C'est terminé. Après, après, il est dans une forme de... Enfin, quand il est dans son cockpit, il fait son travail au mieux. Mais les nuits d'avant, je le montre malade, voilà, pleurant, seul dans son lit, cachant. Mais ça, c'est même pas... Je crois que c'est même pas du doute. Ça, en fait, c'est une fois qu'on a compris qu'on était arraché à la vie, quoi. On est condamné à mort, en fait. Donc, lui, il a une réaction d'humain face à une condamnation à mort, là. Mais voilà, après, il va pas mettre en cause la décision qui a été prise par les généraux.
bah, il pense que de toute façon, ça servira à rien, mais il ne peut pas être dans la révolte. Il n'a pas le droit, de toute façon, ça servira à rien. Donc, c'est pas la peine non plus. Donc, ça servira à rien parce que s'il y va pas, bah, il va être exécuté, ça sera la honte sur sa famille. Donc, c'est pas la peine. Il n'est pas idiot non plus, quoi. Parce que bon, quand on s'intéresse à l'armée du Japon, on s'aperçoit que la formation était épouvantable. Hein. Ils étaient frappés, ils étaient enfermés dans des cachots pour moins que ça. Enfin, vraiment, c'était à coup de schlag, quoi. Donc, bon. Et puis, mais une fois qu'il est dans son cockpit, pour moi, il part et que, en fait, la décision, elle est derrière lui. Il est déjà mort. Ça vous convient, Olivier? Oui, Pour la petite histoire, Stéphanie, Olivier a travaillé 10 ans dans l'aviation. Ah, super. C'était ça qui était intéressant. Marélie, vous avez une question ou quelque chose à dire? Oui, non, je m'interrogeais sur le chemin psychique qui menait à l'acte de suicide par rapport à ceux qui se suicident pour Dieu et ceux qui se suicident pour un chef ou une patrie. Je me disais, du coup, le doute, est-ce qu'il n'est pas plus présent dans ceux qui se suicident pour un être humain, un chef, des généraux, que pour ceux qui se dévouent à Dieu, vous voyez? Alors, pour moi, il y a quand même une grande différence. C'est pour ça que je voyais vraiment les différences avec les djihadistes. Et on parlait du doute, et pour moi, le doute est quand même en fait un signe d'intelligence et d'humanité. Et pour moi, la différence entre ces kamikazes-là et en tout cas mon personnage, et il y en avait beaucoup comme lui, c'est que ce n'est pas des fanatiques. C'est-à-dire, donc ils doutent. C'est une grande vertu. Et la différence aussi, c'est qu'ils sont dans une armée qui les envoie et donc ils n'ont pas choisi d'embrasser une cause qui, derrière, va les récompenser de 70 vierges, je ne sais trop quoi. En fait, c'est un acte qui n'est qu'un acte de gloire pour la patrie, pour l'empereur. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas une récompense. Il n'y a pas l'ego qui, tout d'un coup, va être… Bon, il y a peut-être une petite partie d'ego parce qu'on leur dit qu'ils vont être dos samouraïs du ciel, mais ils font juste leur devoir, quoi. Mais on ne leur disait pas qu'il y avait 40 vierges qui étaient au paradis. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas du tout leur religion. Déjà parce que souvent, c'est des shinto ou bouddhistes. Il n'y a pas de Dieu unique. Il n'y a pas de paradis. Il y a l'idée qu'on revient à la nature première. Il y a une idée aussi souvent de réincarnation ou de choses comme ça. Mais il n'y a pas une récompense. Et puis là, le truc, c'est que voilà, on voit ce que le parcours des djihadistes aujourd'hui, c'est un parcours de haine, hein, quand même, c'est un parcours de haine et c'est le parcours de… Enfin, moi, c'est ce que je lis, hein, mais c'est ce que je lis quand je lis les rapports de ce qui est des attentats de 2015, etc. Je veux dire, c'est avant tout des gens qui sont dans le ressentiment, qui sont dans la haine et qui ne sont jamais dans le doute. Donc, en fait… Non, mais en fait, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est toujours, qui ne doute jamais, qui est dans le ressentiment et dans la haine, parce que de toute façon, il a raison. Donc, il n'y a pas de discussion possible. En fait, la parole n'a plus de sens. C'est ça le problème, en fait. C'est des gens à qui on ne peut pas parler. Et voilà, et je trouve que… Alors, c'est marrant parce que l'histoire des kamikazes au Japon, c'est un tabou aujourd'hui, donc… Ils en parlent difficilement parce qu'ils ont même honte, alors que bon, la plupart étaient… En fait, pour moi, c'était un peu des malgré nous, quoi. Enfin, c'était un peu… Alors, je dis pas que dans le lot, il n'y en avait pas quelques-uns qui étaient un peu fanatisés, mais franchement, il faut voir. Hein. En même temps, tu parlais de l'au-delà, qui n'avait peut-être pas ça, mais dans la métaphore, les pétales de cerises qui tombent par terre, c'est pour qu'après, il y ait des cerises. Donc, il y a quelque chose après. Une fois que ouais, mais c'est…
tu vois, c'est de l'ordre du végétal. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de... Enfin, et puis, c'est pas après, ils sont des fleurs de cerisier, c'est comme ça. Enfin, c'est la beauté du geste qui fait que... Oui, mais après les fleurs, il y a les cerises. C'est ce que je voulais dire. Ouais, au printemps suivant. Ouais. Ouais. Moi, c'est ce qui fait que... Enfin, en fait, personnellement, j'aurais jamais pu écrire l'histoire d'un djihadiste hein, ou enfin, de n'importe quel kamikaze contemporain qui tue des femmes et des enfants, ou même des hommes, mais qu'importe, mais des civils en tout cas, pour aller au paradis, pour une espèce de dieu tyran, etc. Ça me dégoûterait, quoi. Non, je trouvais justement, moi, je l'associe vraiment plus à ces jeunes gens pendant la Première Guerre mondiale qui étaient sacrifiés. Merci. Elodie, vous avez une question? Oui, donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de questions, mais je me permets de donner mon avis, je sais pas si je peux. Bon, donc déjà, moi, je connaissais pas du tout l'auteur Mishima. Je suis contente de lire avec vous. Je me suis dit, quand vous avez parlé de sa mort par Tokuto, que c'était une assez belle mort pour, en fonction des croyances que vous avez décrites. Parce que je pense que s'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait au Japon et qu'il espérait un retour au Japon féodal, comme vous avez dit, bah, en fait, c'était la meilleure façon d'exprimer son rejet du nouveau Japon qui ne lui correspondait pas. Et c'était aussi peut-être une façon d'exprimer sa peur d'un Japon qui ne lui correspond pas, d'un Japon qui va le dénaturiser, peut-être aussi. Et que du coup, bah, le harakiri, c'était, comme vous avez dit, sa dernière scène. Et c'était un rituel pour soi, en fait, pour se relier au vrai Japon, se relier au vrai lui et pour garder son honneur de japonais, en fait. Ça veut dire que c'est un samouraï dans le sens qu'il appartient à l'empereur et qu'il ne veut appartenir qu'à cet empereur qui représente le Japon, le vrai Japon. Donc, moi, je trouve que c'est une assez belle mort. Et je trouve Oui, que ah, c'est bien, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais, ça me paraît très crédible en tout cas. En tout cas, lui, il a fait ça, enfin, tout était préparé. Donc, lui, en fait, pour la petite histoire, il avait même terminé son dernier manuscrit qu'il a envoyé par la poste le matin même à son éditeur. Donc, toute cette affaire était réglée. Il est parti avec 4 compagnons. Ils étaient en uniforme. Enfin, tout était réglé. Bon, ils ont quand même fait kidnapper, je crois que c'est un général, je sais trop quoi. Enfin, ils l'ont quand même kidnappé parce qu'il fallait qu'en fait, on les écoute. Donc, il fallait qu'ils aient des micros, qu'on les braque, enfin, que l'armée soit réunie, en fait. Ils ont forcé le général à rappeler l'armée pour qu'elle soit là, pour qu'on les écoute, en fait. Donc, ils avaient un message à passer, etc. Tout était vraiment très, très préparé. La seule chose qui n'est pas très jolie là-dedans, c'est que donc lui, effectivement, ouais, comme vous dites très bien, je pense qu'il montre qu'il appartient à l'ancien Japon et qu'il donne sa vie à l'empereur, c'est vrai. Alors par contre, dans les détails, le seppuku, alors lui, il agit parfaitement, mais c'est le camarade en fait qui devait lui donner le coup de grâce qui s'y est repris à plusieurs fois. En fait, son camarade n'était pas du tout, a perdu tous ses moyens en fait, et il n'a pas pu lui donner le coup de grâce comme il fallait. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a dû s'en charger. Bah, je trouve que c'est assez beau, si je peux me permettre de dire ça, de Oui. non seulement choisir comment on meurt et de pouvoir s'exprimer dans sa dernière scène jusqu'à la fin. C'était un peu raté le coup de grâce, mais, mais je trouve que c'est assez beau. Et tout de suite, je sais pas trop, mais je trouve qu'il y a un certain lien entre les djihadistes et les kamikazes. Enfin, c'est mon avis. Bah, il y en a forcément un petit peu, mais moi, je les perçois pas du tout de la même façon surtout, c'est surtout les différences qui me marquent. Hein. Après, aimer la mort, oui, ça c'est peut-être le lien qu'ils ont en commun, mais Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que les humains soient faits pour aimer la mort. Je pense que en fonction de nos religions et de nos croyances, on finit par avoir une autre perspective de la mort, comme par exemple la beauté de la mort chez les Japonais. Pour moi, c'est qu'ils croient, pour les bouddhistes, à un renouveau.
et qui croient que dans la mort, comme les croyants, il y a un nouveau début, mais surtout, il y a un nouveau soi, il y a une nouvelle possibilité, en fait. C'est que la mort n'est pas qu'une fin, dans ce sens-là, qui donne d'autres alternatives. Et ce qui est beau aussi dans la mort au Japon, c'est leur possibilité d'une nouvelle vie concrète. C'est-à-dire, par exemple, que les samouraïs, quand ils décident de se tuer par harakiri, si ce n'est pas une punition, ils se suicident pour suivre leur maître dans l'au-delà. Donc, en fait, ils prolongent leur vie. En fait, ils prolongent la fonction de leur vie, donc ils ne meurent pas. Donc, c'est assez beau. Et je pense que c'est la même chose avec les kamikazes et les djihadistes, c'est que le kamikaze, enfin, je ne sais pas si ça a été un ordre ou quoi, mais quand tu décides de rentrer dans un corps armé où tu as la possibilité de devenir kamikaze, c'est que tu acceptes l'idéal de mourir pour une cause plus grande que toi. Donc, c'est la même foi que le kamikaze. Alors, en fait. je vais souligner les choses différentes. C'est quand on voit qu'en fait, le discours que tiennent l'armée face à ces pilotes-là, il n'y a aucun discours qui fait référence à un au-delà. C'est mourir pour l'empereur, mourir pour le Grand Japon, et en fait, peut-être mettre son nom parmi on va dire, les merveilleux samouraïs qu'il y a eu au Japon. À aucun moment, on leur fait croire qu'ils vont avoir une vie après la mort. Parce que ça, à la limite, c'est même pas un sujet, quoi. Donc, moi, je ne pense pas que ça, ce soit un point commun. Et puis, je ne sais plus l'autre chose que je voulais dire. Mais pour moi, ça, c'était en fait, la principale différence, c'est cette absence de paradis, quoi. Ils font pour des choses qui resteront derrière eux. Voilà, ça suffit. C'est pas... Ne pensez-vous pas que c'est la beauté de l'Asie, c'est que on fait les choses pour ceux qui restent derrière nous parce que l'honneur ne meurt pas avec nous, en fait. Si ton nom est marqué dans les archives comme ayant fait un acte de bravoure, les autres derrière toi garderont ton nom. C'est ça, cette forme de ne pas mourir. J'ai fait quelque chose qui mérite d'être gravé, donc les gens après moi sauront que j'ai été. Oui, c'est ça. Et je pense aussi que Mishima, en fait, a réussi, en fait, on va dire sa mort, même si évidemment le coup de grâce a été vraiment très mal donné, mais ça, c'est pas de sa faute. Mais je pense que, enfin, c'est même Yourcenar qui dit ça, que c'est même sa dernière œuvre, en fait. Et elle prétend aussi que c'est peut-être sa plus belle œuvre, sa plus grande œuvre. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu limite comme phrase, mais en tout cas, c'est la mort de Mishima et son œuvre. Enfin, elle fait partie de son œuvre qui est déjà géniale, immense, mais elle-même, Yourcenar dit qu'elle ne se serait pas autant intéressée à lui si ce n'était pas tué de cette façon. Donc en fait, sa mise à mort, lui, c'est un suicide. Son suicide fait vraiment partie de son presque de sa bibliographie, quoi, d'une certaine façon. Tout à fait. Frédéric, tu veux dire quelque chose? Merci Stéphanie, merci, c'était passionnant. C'est vrai que quand je pense à la culture japonaise, moi ça fait, il y a plein d'images qui viennent et surtout en premier lieu, je pense beaucoup à comment les Japonais ont essayé de réécrire un peu leur histoire à travers les mangas. Je suis un peu la génération Goldorak et c'est vrai que en vous écoutant, quand je réfléchis à Goldorak, au Chevalier Zodiac, à Dragon Ball, je ne peux m'empêcher de réfléchir sur la manière dont les Japonais ont utilisé justement cette logique kamikaze qu'on va retrouver dans plusieurs mangas et comment ils l'ont réécrit, comment ils ont réinventé en remettant du shintoïsme, en essayant justement de développer une vie après la mort, etc. Et c'est très, très poétique d'ailleurs, hein, les mangas. Et ça m'amuse parce que je vois que les Occidentaux sont vraiment fascinés par la culture samouraï, ce côté kamikaze, ce côté sacrifice pour sauver l'humanité contre les méchants. Et c'est vrai que c'est un impact
assez considérable dans notre monde occidental. Et ça, j'ai envie de dire que c'est, en psychanalyse, c'est ce qu'on appellerait le principe de plaisir, le fait que c'est ce plaisir de fantasmer et de faire quelque chose voilà, de plaisant. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai été gratté du côté du principe de réalité. Et j'avoue que là, on est un peu sorti de l'ambiance des mangas. Et là, la réalité, elle est assez autre. Me suis aperçu que les samouraïs, c'était très différent finalement de ce qu'on voyait dans les mangas. La culture samouraï, c'est quasiment 10 siècles de shogunat, 10 siècles de dictature militaire. On découvre que les enfants de samouraïs sont éduqués dans des conditions disciplinaires à faire pâlir plus d'un spartiate, parce que les gamins, à l'âge de 6 mois, ils sont enlevés du sein maternel. Très tôt, on leur donne du riz mélangé à un colorant rouge pour qu'ils s'habituent à la vue du sang. Et vers l'âge de 5-6 ans, on leur demande d'aller sur des lieux de suppliciés pour récupérer des têtes de cadavres. Parce que je rappelle que les samouraïs sont rémunérés au nombre de têtes décapitées. On est quand même assez éloigné du côté un peu spectaculaire, esthétique des mangas. Et ça m'a interpellé. Du coup, j'ai mené aussi mon enquête. J'ai eu la chance de pratiquer, enfin, ça fait 30 ans que je pratique les arts martiaux japonais. Et quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré l'équipe de judo de l'université d'Henry. Donc, imaginez la scène. Je suis à Paris, à l'INSEP. Donc, sur le tatami, on a le camp français. Donc, des gaillards assez franchouillards, ça plaisante, ça rigole sur le tatami. On n'est pas dans le cérémoniel, on n'est pas dans le rituel. Hein. Donc, il y a David Douillet qui raconte des conneries. Et là, on a 20 Japonais qui débarquent sur les tatamis. Pas un sourire. Ils sont tous alignés en rang. Et là, on commence à regarder en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un autre monde. Là, on a en face de nous des machines de guerre. Des machines de guerre. C'est-à-dire pas un affect qui ressort des combats. Quand on rentre en combat, c'est pas comme en France où il y a des règles d'arbitrage, il y a 5 minutes, 3 minutes de repos, donc on y va cool. Là, les combats, ça ne s'arrête jamais. Vous commencez un combat, ça se termine au bout de 20 minutes, une fois que vous êtes vraiment mort physiquement. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Et ce que j'ai compris, c'est que cette logique samouraï, en fait, elle continue à exister dans la culture japonaise. Il faut savoir que la plupart des capitaines de l'industrie japonaise sont issus des familles de samouraïs, que le fonctionnement de l'entreprise japonaise, elle fonctionne encore sous justement ces vieux principes de l'ère des différents shogunats. Donc, on est toujours dans des principes militaires qui continuent à perdurer. Et j'ai essayé de comprendre ce que peut être la souffrance du peuple japonais. C'est une souffrance qui est très difficile à capter pour un fait assez simple, c'est que le japonais ne parle pas de ses souffrances parce qu'il y a une pudeur issue de cette discipline militaire. Et du coup, il y a la difficulté de pouvoir comprendre de quoi souffre la personne japonaise. Hein. Et en tout cas, tout ce que j'ai pu observer, c'est vraiment ce refus de parler de sa souffrance, parce que ça serait manquer d'honneur que justement de se plaindre, parce que justement cette idée que l'ego n'a pas sa place et qu'on travaille au nom d'un pays, au nom d'une entreprise, et qu'on est prêt à se sacrifier pour son entreprise. Et donc c'est assez déroutant, et j'avoue que je suis jamais vraiment parvenu à établir une relation, en tout cas avec une personne d'origine japonaise, c'est-à-dire une relation intime où on puisse justement parler comme on le fait en séance d'analyse. C'est extrêmement difficile de parler des tabous au Japon, et leur seule manière, à mon sens, de le faire, c'est de sublimer par les mangas, par les jeux vidéo, par ce prisme-là. Donc, je ne sais pas si vous avez pu, de votre côté, essayer justement d'aller chercher justement ce que j'appellerais l'inconscient japonais,
d'essayer d'aller capter quels pourraient être les complexes, je dirais, de l'être japonais aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant parce que j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé aussi avec des Japonais, par exemple, qui étaient ingénieurs chez Renault, je ne sais pas quoi. Enfin, si je sais quoi, mais c'est ingénieur chez Renault, moi. Pareil, ils avaient une mauvaise expérience parce qu'ils s'apercevaient que les Japonais ne disaient jamais non. Parce que c'est interdit dans leur culture de dire non. Donc, en fait, ils étaient assez désemparés parce que on leur disait jamais non, mais du coup, ils ne comprenaient pas. Enfin, bref, c'était. Pour ce qui est oui, c'est vrai qu'avec une expression, on va dire lisse, etc., c'est intéressant. Moi, j'imagine bien que mon personnage n'a pas d'expression visible en fait sur son visage. C'est pour ça que c'était intéressant de le faire parler de l'intérieur en fait. De l'intérieur, j'arrive à ouvrir cette brèche et à parler de cette, on va dire de cette humanité qui hésite, qui doute, qui a peur, et justement, quelqu'un a posé une question très intéressante que j'allais poser aussi, c'est qu'en est-il de la psychanalyse au Japon? Parce que du coup, on se demande comment ça fonctionne. Mais je pense que vous avez totalement raison, qu'il y a il y a une tradition comme ça il y a des choses qui se disent pas, en fait, la grossièreté est très mal vue, les gens ont facilement honte, vous voyez, si les gens rient nerveusement, c'est qu'ils sont mal à l'aise. Il y a des choses comme ça qui font qu'on a du mal à entrer en contact directement, à comprendre. Moi, je connais des gens qui connaissent bien le Japon, qui ont pu m'expliquer, mais c'est vrai que si on n'est pas un petit peu, si on n'a pas une éducation autour de ça, je pense qu'on a du mal à entrer en contact avec des gens qui, effectivement, ont des attitudes très différentes des nôtres. Et donc, voilà, moi, j'ai essayé d'entrer dans ce fameux inconscient. Après, voilà, c'est ce que j'ai pu puiser à droite, à gauche, c'est ce que j'ai pu tirer de mes lectures, c'est ce que j'ai pu imaginer, c'est ce que j'ai pu recréer, voilà, et sans pour autant me prétendre une spécialiste, ni du Japon, ni de cette âme particulière, puisque là, il faudrait interroger des gens qui sont des grands spécialistes. Et moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de prendre, on va dire, cette petite parenthèse de l'histoire avec un personnage précis, et puis de recréer en fait une mentalité qui est une mentalité qui n'est plus du Japon actuel, puisque mon personnage vit en 45, c'est pas du tout la même chose. Enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi toute une évolution qui a eu lieu avec, on va dire, des jeunes Japonais qui ressemblent beaucoup plus aux jeunes Européens, je pense, maintenant quand même. Mais voilà, après, je pense qu'il y a toutes sortes de préjugés, voilà, enfin, il y a quand même certains malaises qu'on ne trouve qu'au Japon, quoi. Je veux dire, le fait que, par exemple, il y a plus de natalité, par exemple, quoi. En fait, ils font plus d'enfants, quoi, par exemple. C'est un truc un peu particulier au Japon. Et puis voilà, c'est traditionnellement, si à 30 ans, les femmes ne sont pas mariées, elles ont raté leur vie, quoi. C'est encore très, 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 très strict. Voilà. Et puis après, on peut voir ceux qui ont entre 17 et 21 ans et qui sont les foufous, en fait. Qui s'habillent n'importe comment, etc. Enfin, voilà. C'est bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre séminaire du jeudi. Merci beaucoup, Stéphanie. Lisez tous Pacifique, voici. Et on va parler de ton dernier livre, parce que tu en as un chez toi, ce qui est magnifique. Et Stéphanie vient de sortir là dernièrement L'éloge du lapin. Et c'est assez passionnant sur toute la vie des lapins, sachant que Stéphanie avait écrit il y a quelques années L'éloge du chat. Et voilà, donc c'est toujours d'une écriture toujours très subtile, très poétique, très profonde. Voilà. Je parle d'une amie en plus. Il y a tout un passage sur le Japon avec le lapin en plus, donc pour ceux que ça intéresse. Et voilà, donc c'est vrai que ce sont des essais littéraires cette fois-ci, donc ce sont vraiment des petites promenades dans la culture autour de personnages animaliers.
Et je ne vous dis que ça, mais je trouve l'expérience absolument passionnante. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les animaux. Heureusement, les écrivains sont en train de s'en rendre de plus en plus compte. Et en fait, cet animal, c'est un peu nous-mêmes. Vous verrez pourquoi. Merci beaucoup à toi. Bonne Merci. soirée à tous et à toutes. Et merci pour cette soirée. Merci pour la qualité de votre écoute et vos remarques si passionnantes. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Merci Stéphanie.